Il y a plus de 3000 ans, la ville impériale de Thèbes était la ville la plus riche et la plus puissante au monde. Les anciens Égyptiens croyaient que Dieu habitait ici, dans les grands temples de Karnak et de Luxor, et que cette ville était le centre de l'univers. L'Égypte est un pays magique, mais aussi une terre d'invasion, de guerre et de pillage. Le temps a fait son ouvrage, et la ville sacrée a été ensevelie sous 20 siècles de sable. Aujourd'hui, les temples et les tombeaux de Thèbes ont été redécouverts. Alors quels étaient les rêves des pharaons et l'histoire de leurs dieux enfouis dans cette terre mystérieuse ? Les dieux aiment l'Égypte. Partout, on ressent leur présence, dans le désert, le long du Nil, dans ces paysages exotiques, et notamment dans les grands temples de Karnak et de Luxor, où règnent les dieux et leurs mystères. L'Égypte garde jalousement ses secrets, enfouis dans le silence infini des siècles passés. En Égypte, il existe des choses qu'on ne saura jamais. Pourquoi tout est-il si grand et créé pour l'éternité? Comment ont-ils eu l'idée de construire ces édifices? Alors que le reste du monde vivait dans des huttes de boue, les Égyptiens avaient des rêves de grandeur. L'Égypte est pleine de paradoxes. Peu de civilisations ont apprécié la vie autant que ses habitants. Adorateurs de la beauté et de la nature, ils regardent le monde avec grâce et humour. Mais aucun autre peuple n'est autant obsédé par la mort. Ils vivent le présent tout en se préparant en permanence à leur vie après la mort. Leurs rituels d'enterrement et de momification sont les plus élaborés que l'homme ait jamais imaginés. Autre contradiction, les Égyptiens ont été des pionniers en mathématiques, en sciences et en médecine. Pourtant, c'est par la magie qu'ils expliquaient l'inconnu. Et puis vinrent les pharaons. L'histoire a-t-elle connu des souverains plus puissants? Qui d'autre qu'un pharaon peut proclamer qu'il est un dieu et en convaincre son peuple? Qui d'autre peut ériger les monuments les plus grands jamais construits à sa propre gloire? Leurs ressources sont illimitées. Aucun caprice n'est impossible. Aucun rêve trop grand pour les souverains d'Égypte. Dans leurs tombes, ils s'enveloppent dans des carapaces d'or. Ensuite vient la question du temps. Et l'histoire a avec le temps un lien tout à fait privilégié. Son histoire est plus ancienne que celle des Grecs et des Romains. Quand ceux-ci font leur apparition, l'Égypte a déjà plusieurs milliers d'années. Tout comme nous, les Grecs et les Romains sont émerveillés en découvrant les pyramides et les temples des pharaons. Comme nous, ils naviguent sur le Nil et dans les méandres de l'histoire pour essayer de comprendre leur signification. Et comme nous, ils restent déconcertés. Une chose est cependant certaine, plusieurs éléments sont réunis ici, en particulier l'homme et Dieu. Si les dieux aiment l'Égypte, les Égyptiens aiment tout autant leurs dieux. La ville sainte de Thèbes est au cœur de leurs croyances. Le poète grec Homère l'appelait la grande cité aux 100 portes. Pour les anciens Égyptiens, c'est la ville dans laquelle ils expriment ce qu'ils ont de meilleur. C'est ici, dans le grand temple de Karnak, et 3 kilomètres plus loin, dans le temple jumeau de Luxor, qu'ils croient que vit leur Dieu suprême, Amon. Pour eux, le pouvoir et le mystère de l'univers prennent sa source en ce Dieu et dans ses temples.
Sur cette terre de mystère, la religion est peut-être le plus grand de tous. Les divinités égyptiennes prennent différentes formes. Une des manifestations d'Amon, vénérée à Thèbes, est une petite idole en or aux traits humains. On dit qu'il est le dieu caché. C'est tout à fait exact, car seul le pharaon, le grand prêtre et ses serviteurs peuvent l'approcher. Mais tous l'adorent et lui vouent une obéissance totale. Il croit vraiment que son pouvoir est absolu. Chaque jour, le prêtre se rend dans l'enceinte sacrée du temple où se déroule le rituel. Le dieu est nourri, habillé et adoré. En fin de journée, ce rituel s'inverse et l'idole est rangée pour la nuit. C'est le pharaon qui va vers Amon et non le dieu qui vient vers le pharaon. Cela ne diminue pas l'importance du souverain, mais indique sa soumission au dieu. Car les Égyptiens croient que le pouvoir du pharaon vient directement de Dieu. Amon n'a pas toujours été le plus grand chez les Égyptiens. D'autres divinités ont régné sur le pays. Certaines d'entre elles sont liées à des villes. Leur prestige et leur pouvoir reflètent la fortune de la cité. Le nom d'Amon a toujours été lié à Thèbes. Quand les familles qui dirigent le pays sont issues d'une ville, elle est projetée au devant de la scène ainsi que ses dieux. La fortune de Thèbes croissant, elle devient la cité la plus riche et la plus puissante d'Égypte. Ainsi, Thèbes et les pharaons honorent-ils leur dieu, convaincus qu'il est à l'origine de leur prospérité. Les pharaons, protecteurs des temples, se montrent très généreux. La plupart de ces monuments ont été financés par la fabuleuse machine de guerre égyptienne. Vers 1500 avant Jésus-Christ, les frontières du pays sont établies depuis longtemps dans la vallée du Nil et son influence s'étend jusqu'à la Mésopotamie. Située à 640 km en amont sur le Nil, la ville de Thèbes déborde de richesses. Les temples de Karnak et de Luxor forment un ensemble qui deviendra le plus grand centre religieux de l'Antiquité. Quels trésors les pharaons apportent-ils dans les temples pour plaire au roi des dieux? L'opulence du temple est liée à la richesse du pharaon, qui est immense. Peu d'hommes ont jamais eu autant de pouvoir. Considéré lui-même comme un demi-dieu, il contemple un monde qu'il croit lui appartenir. Ce peuple a un côté humain. Il connaît aussi la réalité. Quoi qu'on fasse, la mort est au bout du chemin. Quand le pharaon décide de construire un temple, quoi qu'il se passe, cela se fera. Les temples sont un lieu de culte. Aux yeux des pharaons, leur construction est un moyen d'atteindre l'immortalité. En gravant leurs noms et leurs images sur les murs du temple, les souverains égyptiens croient qu'une partie d'eux-mêmes vivra pour l'éternité. Choisir la pierre comme matériau de construction est le moyen le plus sûr de se prémunir contre les ravages du temps. Et c'est une ressource qui ne manque pas en Égypte. Les pharaons possèdent de très grandes carrières, notamment en amont de la rivière, à Assouan. La vallée du Nil, en particulier le désert oriental, est une des zones géologiques les plus riches du monde. On y trouve toutes sortes de pierres de construction et de pierres destinées à d'autres usages. Décorations, vases, joailleries. Sur le plan géologique, l'Égypte a donc beaucoup de chance. Et les Égyptiens de l'Antiquité ont profité au maximum de ces ressources. L'architecture égyptienne est unique et singulière, inspirée par la beauté éternelle. Beaucoup pensent que le style des temples est issu de l'amour des Égyptiens pour la nature.
On voit le lien entre le temple égyptien et l'idée qu'avaient les Égyptiens de l'univers, comment ils concevaient la géographie et leur environnement. D'abord le pylône, ou portail, qui est comme un second horizon. Le soleil se lève et se couche au-dessus de l'ouverture du pylône. La salle hypostyle est aussi caractéristique de ces grands temples. En fait, c'est une salle remplie de colonnes. Et si vous les observez bien, vous verrez que ce sont des plantes géantes. Il y a des papyrus et des lotus et on voit nettement au sommet une ombrelle ou une fleur. Et au bas de la colonne, on a cette magnifique végétation feuillue. Beaucoup d'éléments naturels sont insérés dans la décoration, comme le soleil, la lune, les étoiles. Pourquoi tout semble-t-il si grand? Les grandes pyramides ont été construites des siècles avant les temples de Karnak et de Luxor. C'étaient les monuments les plus grands jamais construits, mais ils n'ont pas eu une grande influence. Pendant des siècles, la majeure partie de l'architecture égyptienne est restée dans les limites du raisonnable. Mais quand les constructions se sont accélérées, les pharaons se sont mis à bâtir à une échelle colossale. Ils voulaient envoyer un message à leur peuple, à leurs voisins et à leurs ennemis. La taille des monuments égyptiens est une affirmation du pouvoir des dirigeants. Ce gigantisme s'est développé avec l'établissement de l'Empire égyptien en Nubie et dans le Moyen-Orient à partir de 1500 avant Jésus-Christ. Chose étonnante, pour l'observateur moderne, cette architecture massive dégage une impression générale des plus agréables. C'est très épuré, très précis, ça fonctionne très bien et dans un certain sens, ça interpelle vraiment notre sens moderne de l'esthétique. Pour les gens de l'époque victorienne, cela n'avait rien d'attirant ni de vraiment beau. Mais pour nous, cela semble extrêmement moderne, très épuré, très fin. L'architecture égyptienne était splendide. Les temples sont très fermés. Seuls les privilégiés sont autorisés à pénétrer dans le sanctuaire intime. La plupart des gens comparent les temples aux églises où vous entrez pour prier votre Dieu. Ça n'était pas comme ça dans l'Égypte ancienne. Le peuple restait dehors, à l'écart des lieux sacrés. Seuls les êtres purs, c'est-à-dire les religieux, pouvaient y entrer. Et plus vous étiez pur, plus vous étiez élevé dans la hiérarchie, plus vous pouviez aller loin à l'intérieur du temple. Comme l'extérieur, l'intérieur doit être impressionnant. Tout le monde pense que le Dieu Tout-Puissant vit là, à 160 mètres dans les tréfonds de l'édifice. Le pharaon ne vit pas dans le temple. Son palais est ailleurs. Mais que voit-il, ainsi que ses dignitaires, quand ils pénètrent dans l'édifice pour rendre visite à son Dieu? Pour aller jusqu'à la chambre du Dieu, ils doivent traverser la salle hypostyle, aujourd'hui baignée de soleil. Mais à l'époque, cet espace était sombre, éclairé par des torches ou un éclairage ténu venant du plafond. Le hall est une gigantesque forêt de piliers, comme pour se confondre avec l'univers. Le pharaon vient prier son Dieu, mais comme il est lui-même une divinité, il peut dire aussi que Dieu vient prier Dieu. Il lui faut donc un lieu digne de ce nom. C'est la fonction de ce large corridor. Au-delà de ce point, les choses deviennent plus secrètes. Dans un palais, plus on se rapproche des appartements royaux et des chambres à coucher, plus l'accès en est réservé, car il s'agit d'approcher une divinité. Les espaces se referment verticalement et horizontalement. Le sol s'élève, le plafond s'abaisse et on s'enfonce encore. Non seulement en termes d'espace qui se rétrécit, mais en termes de temps. On passe du monde de la lumière dans lequel nous évoluons tous les jours
au monde d'avant la création, où rien n'était différencié et où tout était une masse sombre. Le Dieu qui habite le temple de Karnak est le créateur du monde. C'est là que le pharaon et le Dieu communiaient. Le rituel se déroule à l'écart de la population, ce qui ne fait qu'accroître le pouvoir et le mystère du Dieu. L'Égypte est le cadeau du Nil. Ce grand fleuve est à l'origine de tout. Il coule au cœur de l'Afrique, traverse le désert brûlant. C'est une artère vivante pour le pays, généreux pourvoyeur de nourriture, source de revenus et de richesses. Et il assure la protection de ses riverains. La vallée du Nil est entourée par des milliers de kilomètres de désert. À son embouchure, il y a la Méditerranée et à son extrémité sud, de dangereuses cascades. Il isole ainsi le pays de ses ennemis. L'Égypte est difficile à envahir. Peu s'y sont essayés. Pendant des siècles, elle n'a connu aucune menace extérieure. Le pays n'est pas un jardin d'Éden, mais une oasis réputée à l'abri de ses ennemis. Et les habitants en sont satisfaits. La société égyptienne devient très conservatrice. Elle a une immense confiance en elle-même et dans son art de vivre. Elle ne cherche pas à changer quoi que ce soit, puisque tout fonctionne très bien. Le fleuve est foisonnant et le pharaon, parent d'un dieu. Le monde extérieur et sa brutalité ne peuvent rivaliser avec leur prospérité. Et cela continuera ainsi durant des siècles. Pour un étranger, que signifie aller à Thèbes? Quelle merveille va-t-il découvrir? À quoi ressemblent les Égyptiens? C'est une population merveilleuse, éclatante et pleine de vie. L'endroit devait être vraiment séduisant. Il y avait des fêtes et d'autres manifestations. Le prêtre en organisait, il fallait voir tout ce qui se passait. Le temple était toujours en construction. Il y avait des chemins de terre qui soulevaient des nuages de poussière et des gens qui s'agitaient. C'était un peu comme un film de Cecil B. DeMille ou des années 50. C'était très vivant. La richesse, accumulée par les souverains égyptiens, a permis à Thèbes de maintenir un niveau de vie très élevé et rarement égalé. Ce devait être un endroit magnifique. En tout cas, pour les 1% qui formaient l'élite de la société. Mais pour les paysans, la vie n'était pas rose. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Thèbes est une cité divisée. La moitié est habitée par les vivants et l'autre par les morts. Et le fleuve passe au centre. Sur la rive ouest, on trouve les grands tombeaux et les palais mortuaires. Et sur la rive est, les établissements religieux. On peut considérer les temples comme les géants industriels de l'époque. Le pharaon et la maison d'Amon devenant de plus en plus puissants, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour entretenir les temples. C'était beaucoup plus que de simples lieux de culte. C'était aussi de grands centres administratifs et économiques. Ces temples avaient des intérêts fonciers dans tout le pays. Cette partie de la société était vraiment très riche. Elle employait des centaines de personnes, voire des milliers, qui étaient indispensables à la société. Les prêtres, les scribes, les comptables, les médecins, les enseignants, les artistes, tous ont des devoirs envers les temples. Et les constructions continuent à s'élever. Karnak n'est jamais terminé, car chaque génération veut ajouter sa pierre, comme un geste envers son Dieu. Presque tous les grands personnages de Thèbes et les pharaons, Amenhotep III, Ramsès II, Hatshepsut,
apportent leur contribution au temple, sans craindre de changer ce qui a été fait avant. Le temple de Karnak, tout au long de son histoire, a toujours été un gigantesque chantier. Chaque roi a continué de bâtir. Par exemple, un roi construisait en pierre, puis en briques de boue un pylône gigantesque. Son successeur arrivait, démolissait le pylône, il agrandissait le temple en pierre, puis reconstruisait une partie en briques de boue. Son successeur arrivait, réaménageant les parties en pierre du temple. Et ainsi de suite, ces temples étaient en permanence en travaux. Quand on les regarde aujourd'hui, on se demande comment ces constructions ont pu être édifiées sans la technologie moderne. Nous ne connaissons toujours pas leurs secrets, mais les Égyptiens possédaient des connaissances très développées. Nous savons que ces pierres étaient hissées dans des endroits inaccessibles par des centaines et des milliers d'ouvriers à main nue. Les Égyptiens utilisaient ce qu'ils avaient à disposition. Comme ils étaient dans le désert, le sable était la priorité. Le premier niveau du temple était posé sur ses fondations et l'intérieur rempli de sable. Le deuxième niveau de pierre était apporté par les rampes latérales, puis posé et rempli de sable. Ainsi, couche après couche, on obtenait une immense boîte en pierre remplie de sable. Quand l'édifice était terminé, le sable était alors enlevé, laissant l'architecture de pierre intacte. Certains matériaux utilisés pour la construction des temples sont encore sur place, entassés contre des portails. Les gigantesques obélisques sont un autre rajout spectaculaire au temple. Symbole du dieu soleil, ils témoignent de la relation entre le dieu et le roi. Comme pour la plupart des constructions égyptiennes, les détails nous sont incompréhensibles. La pierre est transportée sur des centaines de kilomètres le long du Nil jusqu'à Assouan, à l'aide d'outils primitifs et de beaucoup d'ingéniosité. C'est un travail très pénible. Certaines pierres mesurent plus de 30 mètres. C'était très difficile de tailler ces obélisques. Cela prenait des mois. On humidifiait de petites cales en bois qu'on glissait dans des trous creusés dans la pierre. Quand il y avait assez de cales, on les enfonçait avec un marteau, puis on faisait glisser le rocher. C'était un travail extrêmement pénible. Bien que ce soit du granit, c'est extrêmement fragile. Une erreur lors de la taille peut faire rater toute l'opération. Comment le pauvre contremaître aurait-il pu expliquer au pharaon que l'obélisque s'était fendu au cours du transport? Et c'est pourtant la partie la plus facile du travail. On apporte les gigantesques éléments au bord de la rivière, puis on les met sur des bateaux et on les transporte sur la rivière. À l'époque, le Nil était beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. Un défaut d'équilibre du bateau ou un léger tangage sur les rapides peut provoquer le naufrage. Quand l'obélisque arrive à Thèbes, il est porté jusqu'au temple en fanfare. Une fois arrivé au temple, le plus dur reste à faire. Il faut hisser ces pierres fragiles sans les casser, ni les laisser tomber en les érigeant. Les Égyptiens utilisent là aussi un soubassement de sable. Ils soulèvent l'obélisque, puis le placent sur son piédestal à l'aide de cordes. Pour les ouvriers et le contremaître, c'est un soulagement quand enfin l'obélisque est debout. Les monuments de Thèbes étaient très différents de ce que nous voyons, car à l'époque, ils étaient peints. The completed buildings at Thebes look much different than they do today because of color.
Le granit égyptien est magnifique. En vieillissant, il change de couleur avec la lumière. On passe d'une sorte de rose à ce doré, absolument magnifique et irradiant qui apparaît le soir. Ce n'est pas ce qu'on voyait dans l'Antiquité, parce que ces temples étaient peints de couleurs claires. Par miracle, certaines peintures sont arrivées jusqu'à nous, révélant encore une fois l'amour des Égyptiens pour la nature, comme le montre le ciel plein d'étoiles peint sur les plafonds. Sur les murs, ils gravent leur histoire et leurs textes sacrés. Pour eux, le monde est éternel. Pourtant, il ne l'est pas. Comment auraient-ils pu savoir que 3000 ans plus tard, nous déchiffrerions leur langage mystique et ses messages? Que disaient-ils? De 1570 à 1200 avant Jésus-Christ, Thèbes domine l'Égypte, tandis que d'autres grands événements ont lieu dans le monde. En Angleterre, de mystérieux monuments sont construits près de Salisbury. Leur origine est encore aujourd'hui inconnue. Des spécialistes pensent qu'il s'agit de temples initiatiques ou d'observatoires astronomiques. En Asie mineure, la bataille de Troie fait rage. Après 10 ans de siège, la célèbre cité tombe et les combattants grecs revendiquent leur victoire. Dans la mer Égée, une violente éruption volcanique sur l'île de Pharaon fait disparaître la vie dans cette région. Karnak était le plus grand temple d'Égypte, mais on eut bientôt besoin d'en construire un autre, encore plus grand, à 3 km plus au sud, le temple de Luxor, appelé aussi le harem de Dieu. Une voie bordée de sphinx y conduit à partir de Karnak. C'est à Luxor que le dieu Amon s'unit dans la chair, mystiquement et symboliquement, avec la déesse qui est son épouse. L'union est célébrée par les fêtes autour de l'Opet et renouvelée chaque année lors de la crue du Nil pour redonner des forces au pays et renforcer le lien entre le pharaon et les dieux. Lors d'une grande fête, on sort la statue d'Amon du sanctuaire de Karnak et sur un bateau fabuleusement décoré, elle remonte la rivière jusqu'au temple de Luxor. Le Dieu arrive, se dirige vers son peuple. Il est plus ou moins visible. Un orchestre ouvre la procession. Des troupes de danseurs très dignes avancent lentement de Karnak à Luxor. Comme la cérémonie prend des heures, le peuple arrive à voir son Dieu. C'est important pour eux d'admirer le cortège des prêtres et leur escorte. Ici, à Luxor, le dieu est profondément vénéré. Il est couvert d'offrandes et d'objets sacrés, puis guidé un peu partout pour accomplir le rite du renouveau. Après plus d'une semaine de célébrations et de cérémonies, la statue retourne à Karnak en grande pompe. Ces célébrations ont lieu en Égypte durant des siècles. Peu de choses ont changé. Et d'ailleurs, pourquoi auraient-elles changé? Les Égyptiens pensent qu'ils vivent dans le meilleur des mondes. Mais tout change à l'avènement du pharaon Aucun en 1367 avant Jésus-Christ. La domination de la ville sacrée de Thèbes est menacée, car Aucun veut révolutionner la religion égyptienne. Avec un zèle fanatique, il remplace le dieu Amon par un nouveau dieu, Aton, dieu unique et universel, à la source de toute vie, est représenté par le disque solaire. Aucun déplace aussi le siège du pouvoir de Thèbes à une nouvelle capitale, Elimarna, en amont de la rivière. Et il ne s'arrête pas là. Il envoie ses serviteurs dans les temples pour détruire toutes les statues du dieu Amon.
Ils saccagent les tombes au nom d'Amon, mettent bas les obélisques et les portiques, cherchent à éradiquer la figure de ce dieu de tout le pays, et ils ferment les temples. Les pharaons ont accompli des miracles. Ils ont construit des pyramides, vaincu leurs pires ennemis et proclamé leur naissance divine. Mais cette révolution religieuse est de trop. Peut-être propose-t-elle une vision trop radicale. Quelle qu'en soit la raison, ce changement ne fait pas long feu. À la mort du souverain, le centre religieux de l'Égypte revient à Thèbes et Amon redevient le premier des dieux par la grâce d'un enfant roi, Toutankhamon. Il n'a que 10 ans quand il accède au trône en 1347 avant Jésus-Christ. Son règne est court. On pense qu'il n'a vécu que 20 ans. Ainsi, pendant la plus grande durée de son règne, il subira l'influence de conseillers plus âgés, dont la plupart souhaitent le retour du pouvoir à Thèbes. On se demande jusqu'où il pouvait imposer ses préférences politiques et religieuses, à supposer qu'il en ait. Il se peut qu'il n'ait été qu'une marionnette manipulée par les conspirateurs de l'époque. Quoi qu'il en soit, Karnak et Luxor ont retrouvé leur puissance. À la mort de Toutankhamon, les prêtres de Karnak expriment leur gratitude envers le souverain qui leur a redonné le pouvoir. Il est possible qu'une partie des fabuleux trésors retrouvés dans sa tombe soient des cadeaux de hauts dignitaires du temple, offerts à l'enfant roi qui les avait réhabilités. Thèbes connaît un nouvel âge d'or, le règne de Ramsès II. Les pharaons ont tous voulu marquer les esprits, et Ramsès peut-être plus que tous les autres. Les temples de Karnak et de Luxor vont en recueillir les fruits. Ramsès met en branle d'immenses chantiers de construction qui vont écraser ceux de ses prédécesseurs. Ces temples marquent l'apogée de l'architecture égyptienne. Les édifices sont monumentaux et témoignent de la grandeur et de la richesse du pharaon. Ramsès veut laisser son empreinte sur les temples et n'accorde aucun crédit à ses prédécesseurs, s'attribuant souvent ce qui ne lui appartient pas. En fait, il prend des statues ou d'autres pièces et met son nom dessus. C'est pratique. Dans la civilisation égyptienne, il suffit de mettre son nom sur quelque chose pour que cela vous appartienne. Ainsi, si vous possédez une statue de Amenhotep III et que vous trouvez qu'il y en a trop, eh bien, vous effacez son nom, vous mettez le vôtre et la statue vous appartient. Quelquefois, on changeait aussi les traits du visage. Parfois aussi, Ramsès gravait son nom à plus de 15 cm de profondeur dans le mur pour qu'il soit difficile à ses successeurs de les effacer à leur tour. Les pyramides ne témoignent pas seulement de sa vie, elles nous parlent aussi de ses enfants. À sa mort, Ramsès II en avait plus de 100. Ses biographes ne parviennent pas à en faire le décompte exact, ni à établir avec lesquelles de ses épouses. Il est difficile d'identifier ses épouses et ses enfants. Il nous manque certains noms de reines en particulier. Dans le Nouveau Royaume, les pharaons avaient des harems. Toutes les épouses n'étaient pas égyptiennes. Certaines venaient d'au-delà des mers. Les mariages permettaient de sceller des alliances diplomatiques. On connaît aussi les noms de la plupart des princes et des princesses, mais il en manque. L'Égypte a gardé le pouvoir dans le monde plus longtemps que toute autre civilisation ancienne. Mais finalement, le temps et le monde extérieur l'ont rattrapé.
Thèbes et l'Égypte connaissent une longue agonie. Après le règne de Ramsès II, le pays ne retrouvera plus jamais sa grandeur passée. Son isolement est terminé depuis longtemps et le pouvoir commence à migrer vers le nord, sur les bords de la Méditerranée. C'est du nord que la plupart des agresseurs se postent aux frontières. Et c'est bientôt au nord que les pharaons vont installer leur gouvernement. Bientôt ravagé par les conflits internes, le déclin de l'Empire et le pouvoir pesant des pharaons, le pays est menacé d'invasion. Et elle ne tarde pas. Les Nubiens, les Assyriens et les Perses se lancent à la conquête du pays et sont balayés en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Alexandre est fasciné par la culture égyptienne et très au fait de sa gloire passée. Comme tous ceux qui atteignent les rives du Nil, il est médusé par tout ce qu'il voit. Les Grecs considéraient l'Égypte comme un pays merveilleux, empreint d'une grande sagesse, qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. Alexandre respecte tellement les Égyptiens de l'Antiquité qu'il restaure certains temples pillés par les précédents envahisseurs. Il fait même graver son portrait sur les murs comme un pharaon. Avant Alexandre, les Grecs avaient déjà contribué à nommer la ville sainte Thèbes. Car avant eux, les Égyptiens l'appelaient Vasette. Les Romains succèdent aux Grecs, puis viennent les chrétiens. Les dieux égyptiens sont-ils finalement morts? Peut-être, comme Thèbes, ne sont-ils qu'endormis? Celle qui fut un temps la plus grande ville du monde est devenue un village. Son nom est presque effacé de la mémoire des hommes. Ces temples, d'où les pharaons et les dieux ont dicté le destin d'un empire, sont maintenant en ruine. Et les voyageurs qui traversent le Nil ne s'y arrêtent pas. Plus personne ne se souvient de sa grandeur. Au Moyen-Âge, les anciens Égyptiens sont presque inconnus en Occident. Il n'y a aucune relation entre ce pays et l'Europe occidentale. En raison des croisades et des guerres avec les musulmans, très peu de gens se rendent en Égypte. À partir du XVe siècle, on a des récits de voyageurs qui décrivent les monuments égyptiens, mais on s'interrogeait sur l'emplacement exact de Thèbes. Les grands temples sont devenus des asiles pour les pauvres et parfois même des bars. Les voyageurs occidentaux ont vu des gens qui vivaient dans leurs ruines. C'était un endroit commode pour garder les moutons, pour les mettre à l'abri de la pluie. Ils sont aussi devenus une réserve de matériaux. Les constructeurs démolissent les portiques et les colonnes qui permettent d'avoir facilement des pierres déjà taillées. Ils ne se rendent pas compte que ces épigraphes, ces œuvres d'art sur les pierres, sont des trésors nationaux. Les siècles passent, et petit à petit, le désert gagne sur les temples. Le sable recouvre les monuments jusqu'aux poutres faîtières. Mais c'est grâce à un autre conquérant, Napoléon, qu'ils vont de nouveau attirer l'attention. En 1798, l'expédition française de Napoléon franchit le Nil et s'intéresse non seulement aux monuments anciens, mais à toute l'Égypte, aussi bien dans le domaine de la botanique, de la géographie ou de l'ethnographie. Ils sont éblouis par la taille et la beauté des monuments anciens, et cela va faire naître en Europe un engouement pour la vallée du Nil. Après la campagne de Napoléon, un intérêt pour tout ce qui est égyptien parcourt l'Europe et entraîne une vague de pillage.
Certaines régions sont dépouillées de leurs précieux trésors, qui sont emportés vers les musées européens. Au milieu du XIXe siècle, les archéologues vont en Égypte et s'efforcent de préserver et de répertorier ces merveilles antiques. Les érudits égyptiens, français, anglais, allemands et américains s'attellent à remettre ensemble les morceaux du puzzle. Pendant une centaine d'années, ils reconstruisent, réparent et fouillent sous les temples pour préserver cet héritage et en découvrir les secrets. Le chemin est encore long. Depuis que les recherches ont commencé à Karnak, il y a 150 ans, certaines parties sont encore inexplorées. Certaines n'ont jamais été recensées par les égyptologues et ne le seront pas de notre vivant. 25% de ce qui est enfermé derrière ces grands murs de briques de boue n'a toujours pas été fouillé. Nous n'avons qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. Des institutions, comme l'Institut oriental, travaillent à Karnak depuis des années où ils relèvent les épigraphes. C'est un long processus d'analyse, d'étude et d'enregistrement. Le Dr Dorman est le directeur du département des épigraphes de l'Université de Chicago. Des spécialistes enregistrent les inscriptions qui ornent les murs des temples. Mais ils sont vraiment lancés dans une course contre le temps. Ces monuments ont été exposés à la lumière, au vandalisme, aux érosions pendant de nombreuses années et ils se détériorent encore peu à peu. C'est un processus très lent. Mais ces inscriptions religieuses et historiques se volatilisent littéralement devant nos yeux. Elles n'ont pas fait l'objet de relevés précis. Pour les chercheurs du futur qui regarderont ces inscriptions, il faut en faire des copies avant que l'érosion et le vandalisme ne les fassent entièrement disparaître. Les Égyptiens pensaient que leurs monuments seraient éternels. Mais même la pierre la plus solide ne résiste pas aux assauts du temps et des agressions. Le stade de détérioration de la pierre indique la profondeur à laquelle le temple a été enterré sous les débris et les rejets humains et sans doute recouvert par les vents de sable. Quand le temple a été dégagé, la partie inférieure du mur a séché. Les sels ont commencé à le ronger. On voit à gauche la trace blanche due au sel cristallin. À droite, un morceau a commencé à se désintégrer. C'est une détérioration typique dans toute l'Égypte. Les dommages causés par les sels sont un problème majeur. En étudiant les temples, l'équipe de Chicago a découvert d'anciennes formes artistiques. Bien que les temples aient été en construction pendant des siècles, un œil expert remarque immédiatement le travail d'une époque ou d'un règne particulier. Certaines périodes de l'art égyptien sont très spécifiques. Vous pouvez regarder un monument, un bas-relief, une tombe peinte et les dater de l'époque d'un pharaon. Dans certains cas, on peut dater un objet du début du règne d'un roi, sans même voir son nom. Récemment, l'équipe a enregistré les bas-reliefs de l'Opet de Luxor. Il était temps, car chaque année qui passe efface un peu plus les murs du temple qui tombent en poussière. Les bas-reliefs de l'Opet, dans le temple de Luxor, ont été recensés tout récemment. Sur le plan historique, ils sont très significatifs. Ce sont les monuments les plus importants du règne de Toutankhamon. Mais ils présentent aussi de merveilleux détails sur la célébration de l'Opet. Leur composition est un tour de force et leur signification religieuse très importante. Les pharaons ont rêvé, et leurs rêves se sont réalisés. À Thèbes, leurs temples sont devenus un lien entre le ciel et la terre.
Et quant à nous, il nous relie à cette époque lointaine de l'Antiquité. Beaucoup de leurs secrets restent toujours enfouis. Mais une chose est certaine, les dieux ont aimé l'Égypte.